Pour leur lune de miel, ces 15 couples de jeunes mariés taïwanais ont choisi l'Italie. Point d'orgue de leur séjour, un déjeuner dans ce restaurant. Oh, good morning. Bonjour. Bienvenue à tous. Comment allez-vous? Bienvenue à tout le monde. Près de 10 000 kilomètres de voyage pour manger un plat de pâtes qui provoque l'hystérie. Des paccherini aux 5 variétés de tomates. Une recette savamment mise en scène par l'un des chefs. L'important, c'est le mélange. Le fromage fond petit à petit. L'onctuosité est donnée par le fromage, par notre sauce tomate. Et tout ça mélangé à une certaine température. Regardez quelle crème! Quant à la cuisson, elle est forcément al dente. Quand on coupe les pâtes, on doit trouver la dent des pâtes. Regardez le blanc. Le cœur est blanc comme une dent, c'est parfait. Pour le plat de pâtes, une entrée et un dessert, les Taïwanais déboursent chacun 100 €. Tout va bien? C'est bon? Merci. À longueur d'année, ce restaurant reçoit au minimum un groupe de touristes asiatiques par semaine. Il y a quelques années, on a été invité à Taïwan. Et après, il y a eu un bouche à oreille. Petit à petit, des Taïwanais sont venus chez nous en Italie. Compris dans l'addition, le cérémonial de fin de repas. Une interminable séance photo où chacun prend la pose entre les deux chefs. 2 cuisiniers, 2 frères, qui sont aujourd'hui des stars. Perdu dans la campagne lombarde, Davitorio, leur restaurant, est un 3 étoiles. À la carte, les classiques de la cuisine italienne. Des pâtes sous toutes leurs formes ou des escalopes milanaises pantagruéliques. 2 kilos de veau, la portion pour 2 personnes. Oreilles de veau à la milanaise. Des oreilles d'éléphant. La maison propose aussi des plats plus raffinés. Un crémeux au chou-fleur pour continuer, nos queues de langoustine en provenance de Sicile. Blanchies au barbecue avec une puntarelle, une ricotta à la sauge, un laquage de betterave. Il y a aussi un risotto au parmesan, baies, fenouil sauvage et écume de crustacés. Ou encore une poire pochée et rhubarbe, coiffée d'un foie gras juste poêlé. Ce mélange de haute gastronomie et de cuisine familiale attire du beau monde. Ce jour-là, venu en hélicoptère pour le déjeuner, un homme d'affaires milanais qui a fait fortune dans les glaçons. Bonjour, bienvenue, comment allez-vous? Des footballeurs de l'Inter de Milan venus en famille. Ça va? Bien. Quelle belle tablée, ça fait plaisir de vous voir ici. Ou les héritiers de la famille Versace. Merveilleux. C'est de la cuisine italienne, qui est la plus simple et la meilleure. Prix moyen par personne, 220 € sans les vins. Bon appétit à tous. C'est tellement beau. L'établissement compte 5 salles de restaurant et sert chaque jour pas moins de 320 couverts. Ce qui en fait le plus grand 3 étoiles du monde. Un empire de la haute gastronomie, bâti en 50 ans par une seule et même famille, les Cherea. Un clan, une fratrie, qui mène à la baguette 180 employés, dont 35 cuisiniers. Allez, allez, faites partir des fritures pour les tables 2 et 10, allez-y. Mais en marche aussi 3 escalopes. Le maître des fourneaux, c'est Kiko, 54 ans, l'aîné de la famille. Les gars, tout va bien, mais on est trop lent. Répondez-moi quand vous avez capté les ordres. Pour le seconder, l'un de ses frères, Bobo, 46 ans, le roi de la sauce aux 5 tomates pour les paccherini. On en produit 30 litres par jour et on passe tout dans la journée. Briefing les garçons.
Alors à la table 22, c'est la famille Massa. La salle, c'est l'affaire de la petite sœur Rossella Prévoyez de la nourriture pour le petit chien. et de ses 40 serveurs. Comme les autres membres de la famille, la Benjamine n'obéit qu'à une seule personne. Travaillez bien, messieurs, dames. La Mama. En Dolce & Gabbana ou en Chanel, Bruna Cerea entre en scène à 21h. Bonsoir. Bonsoir. Oh, le petit chien. Il s'appelle Gigi. Il est toujours là. En 54 ans, elle n'a jamais manqué un lever de rideau. Chaque soir, elle accueille personnellement ses convives. Bonsoir. Bon appétit, bonsoir. Mesdames, bon appétit. Vous êtes là pour surveiller aussi un petit peu? Non. Poco. Un peu. Vous avez l'œil sur tout, hein? Poco. Un peu. Monsieur, bonsoir, bon appétit. Merci beaucoup. Parmi les dernières à partir le soir, Allez, Sissi, viens. le matin, elle est toujours l'une des premières arrivées. Bonjour. Bonjour. Tu as les cheveux bien longs, Cara. À 78 ans, elle effectue tous les jours sa tournée d'inspection. Et Bruna n'a pas la langue dans sa poche. Bonjour. Ce matin, l'une de ses belles filles qui travaille à la compta en fait les frais. Ton chemisier n'est pas assez fermé. Tu vois, il y a des boutons. On doit obéir, on doit faire toujours tout ce qu'elle dit à nous. Aujourd'hui, Bruna tient seule les rênes de la maison da Vittorio. Vittorio, le prénom du fondateur du lieu, son défunt mari, le chef qui a créé l'entreprise. Leur épopée commence par une histoire d'amour, alors que Bruna a à peine 20 ans. Vittorio travaillait dans un café-pâtisserie. J'y allais pour boire le chocolat chaud. Parce que Vittorio me plaisait, pas son chocolat. Et c'est comme ça que c'est arrivé. On est tombés amoureux et on s'est mariés après 2 ans. Et pendant 43 ans, on est restés ensemble, avec 5 merveilleux enfants. En 1966, Bruna et Vittorio ouvrent un restaurant à Bergame. Après l'école, tous les soirs, leurs enfants assurent le service en salle. On s'est beaucoup endettés pour acheter ce restaurant, mais c'était beau. On était jeunes, forts, on travaillait dur et on payait nos dettes. Au fil des années, les Cerea décrochent 1 puis 2 étoiles au Michelin, aidés par leurs 3 fils, Chico et Bobo en cuisine, et Francesco qui officie comme sommelier. En 1996, le couple investit 3 millions d'euros dans le restaurant actuel. Vittorio meurt en 2005, à l'âge de 69 ans. Désormais, ce sont Bruna et ses enfants qui font prospérer l'héritage. Avant, c'était mon mari qui cuisinait. Moi, je regardais. Et je lui ai tout piqué. La recette du jour, lapin à la pancetta, arrosé de vin blanc. Le mercredi midi, quand le restaurant est fermé, Bruna reçoit la famille. Un rituel institué par son mari. Aucune excuse n'est acceptée. Le clan doit répondre présent. 3 générations de Cerea. Bonjour. Bonjour. Bien arrivé? Mon Dieu, tes cheveux, c'est une forêt. Il y a là les enfants, les petits-enfants, les belles-filles, les gendres, les petits copains. Qu'est-ce qu'on mange? Polenta et lapin. Allez maman, on a faim. Bon, s'il vous plaît, vous sortez vos tickets restaurant. Ça, c'est mieux que 3 étoiles.
Maria Victoria, la fille de Bobo, ou Julia, sa cousine, ont 2 points communs avec les 24 autres membres de la famille. Tous travaillent au restaurant et tous vivent sous le même toit. Vittorio avait fait construire cet ensemble de 5 maisons mitoyennes à quelques kilomètres du restaurant. L'aile avant gauche est occupée par le chef, Kiko, et sa famille. À droite, au rez-de-chaussée, Bruna et son petit jardin pour ses chiens. Sissi, laisse-nous. Et voilà l'entrée pour accéder à l'autre partie. Les cousines empruntent cet escalier. Les unes pour rejoindre la maison de Bobo à gauche, les autres pour rentrer chez Rossella, la sœur, directrice de salle. Et si on allait boire un verre tous ensemble? Bon, allez, d'accord. On va aller chez Mayer? Oui, mais il n'y a plus le type qui faisait les bonnes pizzas. Il a ouvert un nouveau restaurant. On n'a pas de secret les unes pour les autres. C'est à la fois positif et négatif. Mais bon, à la fin, c'est beau parce qu'on partage tout. Une vie en communauté et un avenir tracé d'avance, parfois un peu lourd à porter. Le passage du fond du bord des continents au fond océanique se produit par des sauts brusques. Notamment pour le fils de Kiko, prénommé Vittorio, comme son illustre grand-père. À 18 ans, Vittorio étudie l'économie. Il ne veut pas devenir chef, et pourtant, après les devoirs... S'il vous plaît, 2 tourneaux d'eau Bellini pour la table 5. Allez. 3 soirs par semaine, il revêt la toque pour apprendre les rudiments de la cuisine. S'il te plaît, fais marcher des spaghettis gambas et un risotto aux fruits de mer. Je n'ai jamais fait cette recette, papa. Pourquoi c'est aussi liquide, les garçons? Parce qu'on a mis de la sauce. C'est trop. Arrête le feu et maintenant dresse le plat. Et s'il veut faire un autre métier? Il s'en va. Si ça lui plaît pas, il peut s'en aller. De toute façon, tu ne peux pas faire ce travail si ça ne te plaît pas. Tu ne résisteras pas. Le fils est libre, sauf que même s'il se destine au management, il est prié de donner de son temps à l'entreprise familiale. C'est une obligation morale. Vous gagnez de l'argent ce soir? Non. La plupart du temps, non. Je dois faire ça, je suis là pour apprendre. Avec mon prof. Peut-être que ça devrait être à moi de payer. Ça semble fou, non? Mais c'est comme ça dans notre famille. On le fait pour la famille, pas pour l'argent. Maintenant, nettoie bien l'assiette autour, s'il te plaît. Mets pas les mains dessus. Comme ça va, c'est beau. Est-ce qu'il est doué? Oui, il a ça dans le sang. Il tient de son papy et de son papa. Kiko, lui aussi, a d'abord appris de son père quand il était adolescent. Quand vous pouvez, assaisonner l'assiette quand elle est chaude. Son père l'a poussé à aller se perfectionner en France, chez des chefs étoilés. Un apprentissage qu'il a mis à profit pour apporter des techniques de haute gastronomie à sa carte. Comme ses amuse-bouches au foie gras, trempés dans une sauce à la cerise amère. On commence par la compote de pommes. Ou le plat signature de la maison, l'œuf à œuf. Des œufs brouillés, une crème acide au parmesan et à l'ail, mais aussi des œufs de saumon, de caille, une émulsion de pommes de terre, sans oublier les 25 grammes de caviar, une entrée vendue 160 €. Côté dessert, poire aux multiples textures ou tarte aux pommes revisitée avec une crème d'avocat, un sorbet de pommes vertes et quelques gouttes d'huile d'olive. Ces plats élaborés ont permis au restaurant de gagner sa 3e étoile en 2010. Ils sont pourtant encore servis à la bonne franquette, comme au temps de papa. Ce soir, vous êtes le chef pâtissier. Ça va vous inspirer. Alors, comme Pollock, vous mettez ça comme ça. Et là, c'est de la sauce vanille. Ce touriste hongrois est mis à contribution pour reproduire un tableau du peintre américain Jackson Pollock.
La particularité de ce dessert, c'est que vous le payez et vous le faites. C'est un bon business. Une animation inimaginable dans un restaurant étoilé français. Décontraction et proximité avec le client. Les Cerea aiment aussi montrer qu'ils ne perdent jamais de vue le terroir italien. Dans la vallée de la Brembana, à 1 heure de route du restaurant, les deux frères sont à la recherche de l'une des 450 variétés de fromage italien. Bonjour. Allez, on s'embrasse. L'une des plus rares, le Mattuccine, un fromage de chèvre. Sa production est très limitée. Son prix peut atteindre les 100 € le kilo. On va couper pour la première fois une meule de Mattuccine de 2019. Comme ça, la moitié, les gars. Waouh. Sens-moi ça. Sens-le, sens-le. Pas mal. Moi, les parfums que je sens, ce sont les fleurs, c'est plein de choses. En fonction du temps d'affinage, le goût du fromage est plus ou moins fort et son prix plus ou moins élevé. La saveur se développe petit à petit. Ça sent un peu le bambou et le chardon. On pourrait essayer de le faire avec notre polenta et les casoncelli. On pourrait même ajouter un peu de truffe avec le ravioli. Ce serait un bon accord. Les deux frères envisagent de commander 50 kilos de Mattuccine par mois. Encore faut-il que la recette qu'ils ont imaginée tienne ses promesses. De retour au restaurant, Bobo fait fondre le fromage pour élaborer la crème. Il la met dans les casoncello, les raviolis typiques de Bergame, dont la pâte contient 8 jaunes et 4 œufs entiers au kilo. Alors il faut plier la pâte comme ça, comme un bonbon. Et après tu appuies. Et quand tu le manges... Servi avec polenta, jus de viande, truffe noire et écume d'épinards, les raviolis vont maintenant devoir passer devant le comité de censure. Il est composé du maître d'hôtel, du chef de partie, de Bobo, du sous-chef, du sommelier, mais aussi de plusieurs membres de la famille Cerea. Ça sent bon. Ça sent le sous-bois. Oui. Chacun goûte et donne son avis. Il faudrait du croquant. Ouais, peut-être un crumble. Oui, mais il faudrait peut-être le renforcer avec un peu plus d'écume ou de sauce. Tes impressions? C'est très bon, madame. Il ne manque rien. C'est le bon équilibre. Le dernier mot revient toujours à Bruna, la maman. Qu'est-ce que t'en penses? C'est léger, non? Tu m'en prépares une belle petite assiette pour ce soir. Super. C'est parfait. Bruna a aimé. L'entrée sera mise à la carte. L'entreprise familiale tourne bien. L'an dernier, Davitorio a même réalisé 13 millions de bénéfices. Vous préférez un bonbon avec la liqueur, noir, blanc, limoncello? Pour arrondir encore les fins de mois, les Cerea débordent d'idées lucratives. À ceux qui en ont les moyens, ils proposent notamment de venir cuisiner à domicile, quitte à commettre quelques entorses aux règles de la haute gastronomie. Cette semaine, direction la Toscane, sur les terres de Masseto, l'un des meilleurs crus italiens. Les propriétaires de ce vignoble ont invité grande famille de Champagne et châtelains bordelais pour l'inauguration de leur nouvelle cave. Au fourneau, il leur fallait donc des as.
Pour la soirée, ils se sont offerts les frères Cherea et 40 de leurs employés. Facture, 35 000 €. C'est beau. Encore plus grand que chez vous. Presque. Les frères ont transformé la cave en salle de restaurant. Quant à la cuisine, elle est installée sous une tente de fortune, à l'extérieur. Et on n'hésite pas à recourir au sous-vide. Le pigeon servi ce soir est déjà pré-cuit, une aberration pour certains gastronomes. Comment ça se présente? Et il a l'air croquant. Mais Kiko assume. En général, il ne faut pas utiliser la cuisine sous vide car ça rend toutes les saveurs et toutes les textures de viande identiques. Mais dans ce cas-là, c'est très utile pour faire en sorte que le pigeon soit parfaitement cuit quand il faut faire sortir 100 plats en même temps. Allez, vas-y. Tu les mets où? Je les mets dans l'eau. Non, Paolo, écoute-moi. Non. Tu les enlèves, tu refais bouillir l'eau et tu les remets quand la température a baissé. Non. Ici, ce n'est pas comme au restaurant. Il faut servir 140 assiettes quasi simultanément. Et ce sont les invités qui décident quand ils passent à table. Il n'y a qu'une personne qui est assise, les autres sont toutes debout. Ok, je te remercie. Ah, on est dans la merde. Parce que nous sommes presque prêts, les clients ne sont pas encore à la table. Qu'est-ce que vous allez faire? Couvrir comme ça et on tient au chaud. Le discours a commencé. Ok, merci. Il faut rappeler ici tous les serveurs. Seul Carlo reste de l'autre côté. La brigade a maintenant moins de 3 minutes. Apporte-moi les langoustines. Pour dresser 140 assiettes. Pas de fioritures. Crème de petits pois, feuilles de salade, langoustines et citron. Pas plus de 5 opérations par assiette. Il y a quelqu'un de mon équipe? Quelqu'un pour nettoyer les assiettes? Appelez-moi les commis pour nettoyer les assiettes. C'est du 3 étoiles, ça? Eh ben, tu me le diras toi à la fin quand tu auras goûté. Tout le monde en file indienne. Vous avez la pression? Ouais, c'est stressant mais faisable. Grâce à sa notoriété, l'an dernier, la famille a organisé près de 150 réceptions de ce type en Italie et en Asie. Cette activité représente aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise familiale. Je vais aller chercher. Ce n'est pas de la confiture. Là, les monstres. Mais un repas gastronomique que s'apprête à dévorer ces deux cochons gascons. Mettez ça un peu plus loin, les gars, là. Faut passer par-dessus, là. Un repas 3 étoiles. Qu'est-ce qu'ils mangent, là? Bah voilà, toutes les chutes de la cuisine, tout ce qui est produits organiques, voilà, on essaye le plus possible de valoriser les déchets, on va dire. Bon, voilà, il y a les carottes, des pommes, de la salade, tout ce qu'on pense qui est bon pour le cochon. Voilà, on essaye de faire un petit tri le plus possible. Le chef Glenn Viel leur offre 30 kilos de nourriture par jour, des épluchures, mais aussi les restes des assiettes quand il y en a. Ces cochons, qu'il est allé chercher chez un éleveur provençal pendant le confinement, sont un acte militant pour ce partisan du zéro déchet. On les a reçus à 15, à peu près 15 kilos, je pense. Là, ouais, ils ont pris, je pense, 30 kilos. Ils font partie de la famille, presque. Voilà, on a plaisir à venir les nourrir tous les jours. En tout cas, pour moi, les animaux, c'est un peu thérapeutique. Ça fait du bien, ça repose. Regardez le cadre. Ça fait des cochons, je crois qu'ils sont pas mal. Je crois qu'ils sont plutôt heureux, là. Glenn Viel est l'une des étoiles montantes de la gastronomie française. En janvier dernier, il décroche la consécration suprême. C'est une adresse devenue mythique. Lousteau de Beaumanière, Glenn Viel. À 39 ans, il devient le plus jeune chef 3 étoiles de France. C'est un rêve de gamin, c'est un truc de fou. C'est une émotion de dingue de ressentir ça, comme un footballeur, peut être champion du monde.
Une 3e étoile qui annonçait une saison hors du commun pour ce chef qui dirige les cuisines d'un domaine mythique. Au pied des falaises des Baux-de-Provence, Lousteau de Baumanière, le premier relais et château créé en France en 1945. En mars dernier, alors qu'il s'apprête à rouvrir, auréolé de sa 3e étoile, Glenn est loin de se douter que la crise du Covid va briser son élan. Avant de se mettre au fourneau, il fait le tour de ses producteurs. Ils doivent être à la hauteur des exigences de cet homme perfectionniste, presque obsessionnel. Tu vas bien? Ça va la forme? Félicitations. Merci beaucoup. Pour cette 3e étoile. Déjà que t'étais embêtant avec 2 étoiles, alors 3, j'ai peur. Tu nous mets la pression. Ouais. Bon, t'inquiète, je te rassure, je l'ai aussi. Donc, Nadège et Vincent sont des maraîchers. On va voir les asperges. Allez. Allez, go. Spécialistes de l'asperge depuis 5 générations. C'est mon pèlerinage. Bon, tu nous dis, Glenn, s'il y en a une qui te plaît, hein? Glenn, c'est exactement ce qu'il veut. Moi, j'en vois pas, là, hein. Des asperges Ouais, il y en a une belle, mais c'est encore petit. Hein. Ouais, ouais. de 32 mm de diamètre. On attend jour après jour qu'elle pousse. Donc on fait sur 1 hectare, on arrive à peut-être à en ramasser 5 kilos. C'est la haute couture de l'agriculture. Ah, il y en a une pas vilaine, là. Ouais, elle sera pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Je pense qu'on est sur du 28, tu vois. On n'est pas sur du... tu vois. Non. Mais quel expert, Glenn. Ah ouais, elle est pas mal. Bon, Ces asperges haute couture, Nadège les lui vend 28 € le kilo, le double du prix habituel. Là tu as du 20 en diamètre, là tu dois être à du 26. Ouais, il faut plus gros. Vous êtes monomaniaque un peu, non? Je suis pas monomaniaque, j'ai une recette avec cette asperge, il me faut le calibre pour la réaliser, c'est tout. Une recette dont l'inspiration, comme souvent chez ce cuisinier, remonte à l'enfance. Non, les grosses ne pointent pas encore leur nez. Hein. En fait, si on regarde maintenant ce qui se fait dans la cuisine, on fait beaucoup d'asperges baguées, c'est-à-dire qu'on l'épluche bien propre, nickel. Elle est très jolie, très esthétique, mais moi, elle me provoque rien, en fait. Elle m'emmerde, mais si, elle m'emmerde, en fait. Et donc, moi, je me suis dit que petit, je mangeais de l'asperge comme ça, je me rappelle, hein, elle était toute comme ça, on l'a trempée dans la vinaigrette et c'était génial. C'était génial. Peut-être finalement c'était moins bon, mais moi c'est ce qui me rappelle et c'est ce qui me fait avoir une certaine émotion. À 3 jours de l'ouverture, l'asperge va être l'élément principal d'un plat qu'il va travailler jusqu'au dernier moment. Alors, on va voir si ça rend bien ça. Un jeu de texture entre l'asperge de 32 mm, très cuite, et une petite, presque crue. On met un peu de poudre d'estragon, non? Ouais, comme on avait dit, ouais. On fait quoi? On met... Là, moi je pense que je le mettrais là. Tu le mettrais là-dessus? Ouais. De l'estragon saupoudré sur un condiment à base de moutarde violette, de purée de raisin noir et d'huile d'olive. Très intéressant. Il manque pas, franchement. Non, il manque pas grand-chose. Hein. Il manque pas grand-chose. Non, La cuisson lui convient, le dressage un peu moins. Ce plat ne sera pas mis à la carte. Est-ce que tu penses que la ventrèche de Bigorre, est-ce qu'on la flash un tout petit peu? Ouais, on la flash. Sous la salamandre pour Avec son second, il essaie pour la première fois un plat qui associe oignons, truffes et ventrèche. Une idée que le chef a eue ce matin. Super. Est-ce qu'on met le jus directement sur la truffe? Ou est-ce que ça peut enfermer l'odeur aussi? Parce que comme c'est un jus un peu épais, peut-être que ça peut... Moi, je pense qu'on met plutôt sur l'oignon. Il faut que ça coule, soit gourmand. Vas-y, continue sur l'oignon. Ouais. Dans un 3 étoiles, les plats doivent respecter un parfait équilibre entre le goût et la présentation. Voilà. Bon, on va faire un trait plus élégant, évidemment, parce que là, c'est un petit peu grossier. Mais Glenn va encore plus loin. Nous, on sert tout entre 47 et 48 degrés. Comme le froid inhibe les goûts, le chaud aussi. Donc on a goûté des plats, les mêmes plats, à certaines températures. On s'est aperçu qu'au-delà de 51-52 degrés, à la première bouchée, on avait un effet de chaleur et pas un effet de goût. C'est-à-dire que le palais était envahi par la chaleur et exactement. Et le cerveau, il part plus sur l'analyse des goûts, mais il part sur attention, c'est trop chaud. Autre expérimentation, la recherche de la cuisson parfaite. Pour cuire à l'étouffée ce morceau de lotte, le chef va utiliser la peau du poisson. L'idée, c'est que c'est d'agrémenter quand même tout ça. Hein. Même la peau, on pourra la mettre à mariner. Hein. Ouais. Quelques agrafes avant d'enfourner à 150 degrés. Allez, on va voir ce que ça donne.
À tout à l'heure. En quelques secondes, la peau se rétracte. Ça va un info plat un peu. Une peau hermétique qui empêche le poisson de se dessécher. 6 minutes plus tard, verdict. On va découper. Il faut parfois une centaine d'essais et une année entière pour qu'un plat aboutisse. On a l'agrume, on sent. Hein. Regarde son acré, magnifique ça. Il faut sans cesse créer, il faut sans cesse avoir des idées. Ça fonctionne pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Moi, c'est ce qui me fait me lever tous les matins, c'est de trouver une bonne idée. Je me dis, waouh, ça c'est quelque chose qui est innovant, qui est un peu, voilà. Un cerveau en perpétuelle ébullition depuis l'enfance. Ce Breton s'est installé en Provence il y a 5 ans avec sa famille. Bonne crêpe pur beurre. Des petits Bretons. Allez, à table. Sa femme, Erika, est aide-soignante. Elle a choisi d'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs 2 enfants. Elles sont bonnes, les crêpes de grand-père? C'est bon, hein? Miam, miam. Ah oui, c'est trop bon, les crêpes de grand-père. Erevan, 21 mois, et Lilouen, 11 ans, dégustent les crêpes de leur grand-père paternel. Jean-Michel, gendarme à la retraite, vient d'arriver des Côtes-d'Armor pour assister au premier service 3 étoiles de son fils. Cette réussite est une revanche pour cet enfant qui souffrait de dyslexie. À l'époque, la dyslexie, c'était pas de la dyslexie, t'étais le cancre de la classe, et puis voilà, ça s'arrêtait là. Depuis tout petit, j'ai peut-être une vision un peu différente de celle des autres. C'est-à-dire que moi, je pouvais lire pratiquement une question commençant par la fin. C'était bizarre. Je peux pas expliquer ça. C'est comme ça, je voyais le truc à l'envers, voilà. J'en ai fait une force, hein. J'en ai fait une force parce que, voilà, il a fallu avoir un regard un peu différent pour continuer à avancer, on va dire, au niveau scolaire. Et donc, j'ai trouvé des subtilités à ma façon pour pouvoir avancer, voilà. C'est quelqu'un qui réfléchit pas comme tout le monde, qui voit pas les choses dans le même axe que tout le monde, et du coup, ça en fait quelqu'un hors norme. Enfin, c'est... On exagère quand même. Mais si. Son père et sa mère, décédés quand il avait 20 ans, lui transmettent leur passion pour la cuisine. Glenn passe un BEP et intègre des maisons prestigieuses où il doit faire ses preuves. Là, c'était au Meurice, c'était ma première place de commis en cuisine, quoi. J'avais 20 ans. Au Meurice, on est 40. Il y a des cuves de partout, il y a des fonds, des consommés. Et puis voilà, j'arrive là, je suis quand même assez impressionné. On sent qu'il y a des équipes qui se sont faites. Puis voilà, il y a quand même un esprit de compétition dans les cuisines quand même. Hein. Il y a quand même, faut être le meilleur, quoi. Petit loulou! Avec cette combativité, Glenn décroche sa première étoile à 28 ans dans un restaurant de Marseille et 5 ans plus tard, la deuxième à Courchevel. C'est là qu'il fait la connaissance de l'homme qui va le débaucher et l'emmener en Provence. Ouais, je me disais peut-être de l'autre côté, on pourrait mettre une serre. Ouais, mais il n'y a rien là. Ouais, on va mettre des agrumes. Puis tout si la verveine, tout ça, ça va repartir. Cet homme, c'est Jean-André Charial. Il fait froid, ouais. Bon, ça, c'est de l'oseille, ça. Le petit-fils du créateur de Lousteau de Beaumanière, aujourd'hui propriétaire des lieux. Jean-André voulait à tout prix reconquérir sa 3e étoile, perdue en 1990, après l'avoir conservée 23 ans. Et dans l'univers très concurrentiel de la haute gastronomie, il lui fallait un guerrier. Cette volonté d'exigence, de rien laisser passer, d'être toujours le meilleur, d'être toujours là, à fond, penser qu'à ça, etc. Moi, c'est extraordinaire avec Glenn, c'est qu'il ne pense qu'à ça. Et le matin, il arrive et me dit, tiens, j'ai pensé à ça, j'ai eu une idée, ça, j'ai pensé à ça. Pour moi, c'est un cadeau du ciel, c'est formidable. Glenn reste discret sur son salaire. Mais en province, un chef 3 étoiles gagne en moyenne entre 9 et 12 000 euros net par mois. Pour Jean-André, un investissement indispensable pour que la gastronomie soit à la hauteur de ce lieu mythique. Son grand-père, Raymond, qui a fait fortune dans les assurances, rachète après-guerre cette ancienne bergerie, perdue dans les Alpilles. Il apprend à cuisiner et la transforme en hôtel-restaurant. Un pari fou dans le village des Baux-de-Provence, alors presque désert. Mais avec ce cadre unique et la qualité de sa table, l'endroit devient le lieu de villégiature de nombreux artistes. Cocteau, Picasso.
Ami de Georges Pompidou, le grand-père fait de son établissement le rendez-vous des grands de ce monde. Le président américain Truman, le chinois Deng Xiaoping et même la reine d'Angleterre, alors en visite au Beau-de-Provence, qui va passer 2 nuits dans son hôtel. Moi, ce qui m'avait sidéré, c'est d'abord la montagne de valises qu'ils avaient. Il y avait trois camions, elle amène son eau pour le thé, les vêtements, les machins, etc. Et alors, elle arrive, et c'est l'étiquette absolue, on lui dit, vous passez à 8h à table, c'est à 7h58, elle descend l'escalier, à 7h59, on ouvre la porte, à 8h, elle est assise. C'est ça. L'histoire retiendra qu'elle a mangé un loup farci en croûte, sauce crevette, et un baron d'agneau arrosé d'un montrachet. Certaines visites sont plus discrètes. La Saddam Hussein, Chirac et l'interprète. C'était l'époque où on essayait de vendre des armes ou des rafales ou je ne sais pas quels avions. Il était bien entouré, lui. Il avait toujours des types avec des pistolets là, qui étaient... Quand vous rentriez dans la chambre, c'est... Faire gaffe, toi. Jean-André prend la succession de son grand-père en 1993 et agrandit l'établissement. Il achète un manoir, une villa. Le domaine s'étend désormais sur 20 hectares. L'hôtel compte 54 chambres et suites, jusqu'à 1 000 € la nuit. Toutes ont une décoration unique. Dans l'une d'elles, il y a même un pain dévitalisé. L'an dernier, le chiffre d'affaires de l'établissement s'élevait à 13 millions d'euros. Les stars continuent à apprécier la discrétion des lieux. Mick Jagger, Paul McCartney. Jusqu'à la consécration l'an dernier, l'ex-président Obama et son épouse Michelle viennent goûter la cuisine de Glenville. Pour Jean-André, Paris gagné. Moi, j'estime que ma mission ici, c'est de faire vivre le mythe. C'est-à-dire que c'est un endroit exceptionnel et où on a eu des gens exceptionnels qui sont venus. Il faut continuer. C'est-à-dire que si De Niro tourne un film à Arles, comme il a tourné, etc., il faut qu'il vienne coucher ici, il ne faut pas qu'il aille coucher à Arles. 5 mars, veille de l'ouverture du restaurant. Glenville vient récupérer une commande chez un maître verrier. Cet obsessionnel ne s'arrête pas au contenu de l'assiette. Bonjour. Il veut aussi contrôler l'assiette elle-même. Couverts, carafes, verres, saucières. Il fait tout fabriquer sur mesure. Pour la cristallerie d'art, Glenn fait appel à l'un des derniers souffleurs de verre français, Alban Gaillard. Il y a un rapport à la cuisine quand même, avec le four, la chaleur, les cuissons. Ah oui. Ouais. Chauffé à 1100 degrés, le cristal peut être sculpté comme de la pâte à modeler. C'est que ça refroidit vite. Glenn a demandé à Alban de réaliser une coquille d'oursin. Voilà, c'est bien. Alors, t'as bien réussi à recréer l'oursin qui aurait perdu ses épines. C'est pas mal. Il était un peu chaud. Ouais, c'est ça. Non, c'est parfait. Ouais, je vois bien le petit oursin, tu vois, avec des petites algues autour. C'est vraiment joli. Et ce que j'aime bien finalement aussi dans l'artisanat comme ça, c'est des fois cette petite imperfection. Ça montre un humain derrière. Enfin, ça montre une vraie sensibilité. Ça, j'aime beaucoup. Non, je suis content. C'est génial. Prix de la coupelle, 25 €. À chaque fois, Alban doit décrypter les désirs du chef. Eh ben, on discute, il regarde ce qu'il y a dans le magasin, et puis ben, il me fait des croquis. Donc, non, ça c'était la carafe à décanter pour aérer le vin. Alors, comme ça, ça fait un peu bizarre. Là, on pourrait croire qu'on a fait ça avec, en maternelle, première année, première section. On n'a pas été bien loin. Non, l'idée c'était voilà. Merci. Ah, voilà. Ça donne ça en vrai. Voilà, ça c'est Alban. Voilà. Il a un niveau un peu supérieur au mien. 3 mois de travail plus tard. Et donc on a réussi à recréer ça. Donc là, la main du sommelier en relief à l'intérieur. Voilà, je voulais qu'elle soit comme une ombre. Chaque année, le restaurant dépense 60 000 € en assiettes, verres et couverts. Allez, merci, à très vite et merci beaucoup. Le montant de la casse Bonne continuation, les gars. Est estimé à 20 000 € par an. Des arts de la table sur mesure, des plats haute couture et un service 3 étoiles. Arrête de stresser, je te sens stressé.
Est-ce que je fais comme si j'arrivais avec le patron? Non, je t'ai dit, tu m'as pas écouté parce que tu as un stress, tu m'as pas écouté. Arrête de stresser, on est là, on est tranquille. Fabien, jeune commis, est fébrile. Il vient d'être recruté et s'apprête à entrer en scène demain pour la première fois. Il gagne 1 400 € net par mois, nourri, logé. Donc tu nous fais le cochon. D'accord. Répétition générale avec Laurent Sustel, le directeur de salle. Je répète, on est en situation réelle, hein, d'accord? On est des clients, d'accord? Madame, monsieur, dans un premier temps, pour commencer votre repas, vous allez retrouver donc l'apéritif autour du cochon. Dans un premier temps, ici, vous allez avoir donc la trulle. La trulle, c'est une spécialité niçoise, un boudin provençal. C'est une très bonne dégustation. T'as senti, il y a un blanc à un moment donné. Oui, oui. Tu sers le truc, mais c'est long, quoi. Donc, est-ce que tu arrives, tu prends un truc, hop, tu fais un aller-retour. Est-ce que là, à un moment donné, tu dis pas un petit mot, tu vois? Voilà, puis là, tu commences ton apéritif. Là, messieurs, bonjour. On peut parler quand on fait un truc, hein. Oui, on peut faire deux choses en même temps. Hein. On pose la nappe. Voilà, je vous prépare un petit apéritif, je vais vous expliquer. Tac, de suite, on les a mis à... Tu comprends? On s'occupe d'eux, on est en train de s'occuper d'eux. D'autant que pour accueillir les clients comme il se doit dans un 3 étoiles, le nombre de couverts a été réduit de 70 à 45 convives. En revanche, il y a toujours autant de serveurs, 22. Ils auront donc plus de temps pour présenter les plats. Des plats qu'ils devront connaître par cœur, leurs ingrédients, leur goût, leur histoire. Et donc à côté, on aura un sorbet au persil plat. Ils font donc le tour des cuisines pour étudier les dernières créations. Une crème dentelle, noisette torréfiée, donc une crème légère avec de la noisette et de la fleur de sel. Mais aussi des copeaux de champignons de Paris frais. Un dessert signé Brandon Dehan, le chef pâtissier de 26 ans. Et mis à part l'association des différents goûts, qu'est-ce que tu as voulu représenter, Brandon? C'était représenter un peu une feuille qui est tombée dans la forêt avec quelques noisettes. On avait représenté un petit peu des petites traces de pas de chevreuil. La dégustation. C'est vrai que quand tu manges le sorbet, ça te conditionne un petit peu le palais pour attaquer. Ce qui est intéressant, c'est que de loin, toi tu vois de loin, et tu as envie de t'approcher pour regarder tout ce qu'il y a. Les enfants, approchez-vous, sinon je vais tout manger. Hein. On le reste le lot? Ça, chef? Ou quoi? Oh, on l'a bien fait. Ça, ouais, c'est bien, c'est bien. Donc après, nous, on va mettre quelques petits morceaux de pommes fraîches. Glenn a recruté Brandon il y a 4 ans et demi pour muscler son équipe. Ce surdoué de la pâtisserie travaille dans les plus grandes maisons depuis l'âge de 14 ans. Cette 3e étoile est aussi la sienne. Ouais, c'est sympa. Vous avez dans la peau les 3 étoiles, non? T'es obligé maintenant. Pour moi, 3 étoiles, c'est la consécration, c'est le rêve d'une vie, donc forcément, j'ai fait le tatouage parce que pour moi, c'est grave à la vie. Voilà. Vous n'avez pas intérêt à la perdre, hein? Bah, c'est pas grave, j'aurais eu au moins. C'est essentiel. Pas grave. Pas grave. Non, c'est pas grave, mon gars. Comment ça, on va pas le laisser s'envoler comme ça? Moi, je te le dis, hein, va falloir charbonner. Hein. C'est le grand soir, le premier service 3 étoiles. Pour mettre en condition son équipe, Glenn a affiché sur le mur qui va des vestiaires aux cuisines les menus et les photos des 29 chefs français qui arborent la plus prestigieuse des distinctions. Ce soir, les grands noms de la gastronomie française les regardent. Jean-Michel, le père de Glenn, est dans le sein des saints, la cuisine. Lui, l'ancien gendarme, qui a donné à son fils une éducation stricte, aura le privilège d'être le premier à déguster ses créations. Vu ma scolarité un peu chaotique, je dirais, voilà, j'ai pas fait forcément la fierté de mes parents pendant ma scolarité, on va dire. Une petite revanche peut-être aussi sur ma scolarité. Voilà, c'est aussi peut-être un message d'espoir pour tous les enfants qui trouvent pas leur place dans la scolarité, peut-être qu'ils vont s'épanouir dans le professionnel. C'est de l'émotion, c'est de la fierté, quoi, je veux dire. Est-ce que, oui, j'étais sévère, paraît-il, enfin moi je m'en rendais pas compte, mais lui il le dit. Mais on a le résultat aujourd'hui. Certainement que la rigueur y a joué, quoi, l'exigence, la perfection.
Voilà, on y est. On va essayer de pas la salir parce que celle-là, je vais l'encadrer après. Mais en ce 6 mars, tout ne se passe pas comme prévu. La crise du Covid s'invite déjà à la table. 2 cuisiniers sont bloqués en Italie, où le virus fait des ravages. Un 3e, qui avait peur de la pression, a téléphoné le matin même pour se désister. Merci poulet. En urgence, Glenn a dû appeler 3 de ses amis en renfort. Elle va la mettre au frigo. On va la mettre au frigo pour tout à l'heure. Christophe Chabiola, chef étoilé, est le premier arrivé. Je l'ai eu ce matin, il était un peu désespéré parce que ça, putain, j'ai dit, bon allez, je viens ce soir, même si je viens un peu loin, c'est pas grave. Des amis sur qui il peut compter. Car Glenn sait aussi tendre la main. Combien de temps alors du coup? T'as mis un timer ou pas? Sur ça? Ouais, non. Mets des timers. Stéphane, son ancien prof de bac professionnel, vient de rejoindre la brigade. Pas forcément le bon... ouais, Divorce, licenciement, il a traversé une période difficile. T'en refais un, t'en refais avec 3 minutes? Glenn a décidé de l'embaucher et même de l'héberger. En tant que stagiaire, déjà, il mangeait les commis. Parce qu'il avait de la passion, parce qu'il avait de l'envie, il avait de la hargne, il avait... Et aujourd'hui, le stagiaire embauche son professeur, c'est ça? C'est ça, c'est un peu ça. Mais c'est pas gênant, ça me dérange pas. Hein. On se fait un petit débrief, 5 minutes les gars, là. Vite fait. Messieurs, dans à peu près 1 heure, c'est parti. C'est le grand saut. On fait de notre mieux, qu'on n'ait pas de regrets ce soir en rentrant chez nous. On fait comme d'habitude, on mouille le maillot, parce qu'aujourd'hui, on a ça. Ouais, bon service, messieurs. Le père de Glenn entame son festin par un foie gras, cuit à l'intérieur de ce céleri. Hop. Ouais, toi, ce qui est intéressant, c'est que le foie gras cuit, mais en même temps, crache du gras et donc alimente la semoule céleri truffe qui se trouve au fond. Je me demande où il a été chercher ça. Un foie gras accompagné d'une tartelette, sur laquelle le chef dresse une crème à la truffe noire d'Aquitaine. Ce plat est vendu à la carte 95 €. C'est la première fois que Jean-Michel mange dans un 3 étoiles. Il a été invité par son fils. Autrement, je pense que j'aurais pas été là. Hein. Voilà, parce que oui, ça a un coût, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est pas le restaurant de Monsieur Tout-le-Monde. Hein. J'aurais regretté de pas être venu. Il y aura 3 gigots menu rosé et un pigeon menu rosé. Pendant 3 heures, 400 plats sont préparés, dont des oursins accompagnés d'un velouté de biscottes, servis dans les fameuses coupelles en cristal. Allez, on y va, s'il vous plaît. T'as un ventre, là? Ou encore ce plat, appelé le choc des titans, un combat entre les petits pois du jardin et du caviar. De langoustine pour sur une bouillabaisse et un pigeon à la carte rosée. Glenn ne lâche pas des yeux ses nouvelles recrues, dont Stéphane. Balance les grenouilles, Stéphane, s'il te plaît. Les grenouilles, il faut y aller quand même, là. Stéphane a manqué la cuisson de 2 pigeonneaux et semble avoir du mal à tenir le rythme de la haute gastronomie. C'est pour ma tête que ça va pas. Ah, faut que je me concentre. C'est intense. C'est bon, il y a la tête. Ça y est, c'est fait. Le restaurant est complet. Le menu en 8 plats coûte 240 € sans les vins, 10 € de plus que l'an dernier. Pigeon des Costières, présenté Le pigeon, là. dans son état naturel, dans son nid. Ces 2 couples d'Arlésiens sont des clients fidèles depuis les années 60. Ça fond dans la bouche. Délicieux. Une fois où je suis venue, il y avait Brad Pitt. Comment? J'ai pas compris. Brad Pitt. Il était là. Voilà. Vous avez demandé un autographe? Bon, pas du tout, c'est pas mon style. Ce soir, pas de Brad Pitt, mais Pierre Arditi, invité par Jean-André. Tu crées... Ah, c'est joli ça, dis donc. Alors? Il va t'expliquer, tu vois. Fabien, le jeune commis, entre en scène face aux comédiens. Moutarde à l'ancienne. Et ensuite, ici, vous avez la tartelette, crème épaisse et maïs. Le chef a voulu réaliser comme l'histoire des 3 petits cochons, avec la maison en bois, la maison en paille, et ici, la maison en pierre. À vous de me dire... À vous de me dire quelle est la meilleure. Bon, je vais vous dire laquelle est la meilleure, ça donc pas forcément la plus solide finalement. Hein.
C'est délicieux le boudin. Pour compenser le manque à gagner lié à la diminution du nombre de tables, le restaurant compte sur l'attrait de la 3e étoile. Sur l'année, elle permet de gagner 20% de clients et d'afficher complet, plus souvent. Mais 8 jours après cette soirée, le 14 mars, le gouvernement ordonne la fermeture de tous les restaurants de France. L'envol de Glenviel est stoppé net. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est une belle journée de septembre. En cette fin d'été, la clientèle est revenue, essentiellement française. Mais pendant les 3 mois d'arrêt, l'établissement a perdu 1 200 000 € de chiffre d'affaires qui ne seront pas rattrapés. On prendra un petit peu de lavande aussi les gars là? Oui. On va prendre 2-3 betteraves. Attention les artichauts, Mathias. Glenn a retrouvé les 35 cuisiniers de sa brigade. Pendant le confinement, ils étaient presque tous en chômage partiel. Le chef hyperactif a profité de cette période pour développer son potager. Et un peu de sarriette aussi. Putain, secoue ton bac. Voilà. 35 fruits et légumes différents. Donc ça représente pas mal hein, ce qu'on a ici aujourd'hui. Hein. On n'est pas loin d'un hectare de potager. C'est-à-dire qu'on a rajouté encore des bacs pendant le Covid. Il y a encore des gens qui sont venus travailler. Et donc on a agrandi, on a encore des surfaces à aménager. Quand on travaille l'aubergine, elle vient chez nous. Quand on travaille le petit pois, elle vient chez nous. Le haricot vert chez nous. Une grosse partie de nos tomates viennent d'ici. Autosuffisant, on ne le sera jamais. J'y crois pas. Mais par contre, chaque année, on l'est un peu plus. Il est vraiment tellement original qu'en fait... Pour rattraper le manque à gagner, nous, déjà, on fait notre pain de mie maison. Le chef compte sur l'arrière-saison, prisé par une clientèle européenne. Ouais, bien sûr. Et vous faites tout cuire après. Exactement. Les goûts étaient impressionnants. Mais le rebond de l'épidémie rend l'avenir incertain. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne continuation. Le département des Bouches-du-Rhône, où se trouve le restaurant, est placé en zone d'alerte. 450 clients, allemands et britanniques, ont annulé leurs réservations. Moi, j'espère qu'elles ont bien travaillé, nos filles. On va bien voir ça. Ce matin, Éric Chouteau vient récolter le fruit du labeur. Première récolte. De celles qu'il appelle ses filles. Depuis une dizaine de jours, ces 600 000 abeilles butinent les fleurs de colza, de trèfle et de pissenlit. C'est parti. Hop. Il est un peu chaud. Oui, il n'y a pas grand-chose. On va lui laisser. Si la première ruche est vide, on espère que celle-ci, elle a bien travaillé. La seconde regorge de miel. Celle-ci, magnifique. Parce qu'on voit déjà la cire blanche, une cire fraîchement tirée. Donc on peut dire qu'elles ont récolté. Voilà. Tiens, vas-y, tu me mets ton doigt si tu veux. Goûte. La première récolte est bonne. Environ 40 kilos de miel. Il est délicieux. Délicieux. Vraiment, c'est superbe. Donc ça, c'est miel colza aux pépines. Apiculteur depuis l'âge de 16 ans, Éric a été choisi pour installer une trentaine de ruches sur les hauteurs de l'abbaye de Fontevraud, une cité monastique hors du temps. Cette sérénité qui est là, on apprécie beaucoup, quoi. C'est calme, c'est agréable, on se sent bien en fin de compte. Je pense que les abeilles se sentent bien aussi. Depuis sa fondation en 1101, au cœur de la vallée de la Loire, Fontevraud a connu plusieurs vies. Pendant 7 siècles, l'abbaye a été habitée par des moniales, des femmes moines. Son cloître de 3600 mètres carrés est l'un des plus grands du monde. En 1804, Napoléon la transforme en prison. Réputée pour être l'un des centres de détention les plus durs de France, elle accueille des prisonniers jusqu'en 1985. À la fermeture de la maison d'arrêt, l'abbaye aurait pu tomber en ruine. Mais il y a 4 ans, 20 millions d'euros ont été investis pour donner à cette vieille dame une nouvelle jeunesse. L'État, propriétaire du lieu, a fait le pari du tourisme. Non, c'est bien là. Ouais, regarde. Ah oui, vas-y.
Les Leroux et les Courtois sont parisiens. Ah bah non, il sait pas faire, tu vois. T'aurais dû faire. Ils ont pris une semaine de vacances pour un parcours autour des châteaux de la Loire. Fontevraud est leur dernière étape. L'entrée est à 11 €. L'abbaye était le refuge d'Aliénor d'Aquitaine, reine de France et d'Angleterre. Elle y repose avec son mari Henri II et leur fils Richard Cœur de Lion. Au-delà des sépultures et des vieilles pierres, les enfants sont attirés par une attraction à l'entrée de l'église. Ah voilà, les nuages de la maison. La direction a investi 100 000 € sur cette table numérique. Très bien. Pierre, 10 ans, peut dessiner, Très bien, on dit très réaliste. colorier et voir son œuvre projetée en 10 mètres par 5 sur les murs de la nef. Paul, oui. Vous allez jamais la visiter l'abbaye en fait. Je leur ai mal parti. Salomé, on revient te chercher? Ouais. Pour attirer ce public familial qui ne se serait pas forcément arrêté à l'abbaye. Fontevraud a décidé de miser sur les nouvelles technologies. Voilà, ça enregistre. Donc, quand vous voulez, vous pouvez commencer. Moi, Robert d'Arbrissel. Toute ma vie, je n'ai fait que suivre notre Seigneur. Robert d'Arbrissel, fondateur de l'abbaye, est en train de reprendre vie sous les traits de ce comédien. Tous ensemble. Tous ensemble. 4 caméras le film pour créer le nouveau jouet du directeur, Antoine Godbert. Jusque dans la forêt de Cran. Merci, Robert. Il a commandé à cette société la fabrication d'un hologramme. On va voir se mettre en place. Ce procédé va permettre au public de voir Robert d'Arbrissel suspendu dans les airs à l'entrée de l'abbaye. Donc on va détourer le personnage de façon à ce qu'on ne voit plus, on ne voit plus le fond. Et donc il pourra descendre jusqu'au bas de la pierre. Coût de l'investissement, 50 000 €. Et puis en plus en le détourant, je pense que c'est ça qui générera l'effet 3D. La pyramide fera 2,40 m, donc on aura un d'Arbrissel à taille réelle. Cette réincarnation donc, du fondateur de l'ordre, je pense que ça va fasciner. Moi, Robert d'Arbrissel. Grâce à cette nouvelle image, plus moderne, Fontevraud espère passer la barre des 200 000 entrées l'an prochain, soit 1,5 million d'euros de recettes. De quoi financer une partie du montant colossal consacré à l'entretien du domaine. Rien que pour les 4 hectares de toiture, comptez 300 000 € par an. Sur les 4 années à venir, 20 millions d'euros de travaux sont prévus. On va aller directement de ce côté-ci. Pour réduire un peu la facture, Stéphane et Thierry, les petites mains de l'abbaye, doivent redoubler d'ingéniosité. Bon pour toi? Et on y va. Avec ce drôle de ballon, ils vont décaper les 4 coupoles de l'église abbatiale, à 30 mètres de hauteur. Donc c'est un ballon gonflé à l'hélium, habillé d'un filet, un filet de jardinier, de protection. Et on va essayer en fin de compte de frotter le long de la coupole pour ramasser le maximum de toile. Avant, il fallait faire venir une grue et fermer l'église au public. Un coût de plusieurs milliers d'euros. Le ballon et son filet vont racler les toiles d'araignée. Eh ben, on les enlève. Ah, c'est une bonne idée, je vais les acheter. Si vous avez haut de plafond comme ça. Ça vous servirait à la maison, ça, madame? C'est un peu haut quand même. Hein. Chez moi, par bonheur, c'est pas aussi haut. Pile poil dessus. Après plus d'1 heure et des allers-retours au milieu des tombes. Ce qu'il y a, c'est que, bizarrement, il se met pas tout droit. Les 4 coupoles sont presque propres. Ce qui serait bien, c'est que... Une toile d'araignée. Une belle toile d'araignée. Qu'on voit tout petit d'en bas, mais qui prend des proportions comme tout, hein, comme on dit à l'abbaye. Bah, tout est gigantesque, donc... C'est efficace, votre technique, du coup? Efficace, voilà, c'est pas totalement efficace, je pense, mais ça enlève quand même pas mal de choses. Deuxième mission de la journée. Nettoyer
les 47 vitraux de l'église abbatiale. Vas-y. Attention, il y a une très grande marche. Pour s'y rendre, ce vieil escalier. Pendant la période carcérale, l'étage de l'église faisait office de dortoir pour les détenus. Les pierres en ont gardé les stigmates. Alors là, on voit des graphes d'anciens détenus, visiblement, hein, avec des dates, des noms. Des déclarations d'amour aussi. Je pense que c'est Marjorie, je t'aime. Là, il y a une date, 15 juin 48, hein, visiblement. Bellard. Ok. Plutôt que de faire appel à une entreprise spécialisée, Mets ta visière un petit peu. Thierry nettoie lui-même les vitraux, suspendus à 20 mètres du sol. C'est Jésus. Il est propre, Jésus, là? Je pense qu'il est bien. Plus qu'un simple lieu de visite, l'objectif est de faire de Fontevraud un complexe touristique haut de gamme. Il y a 4 ans, l'infirmerie des lépreux et l'ancien dortoir des moniales ont été transformés en hôtel 4 étoiles. La famille Courtois, donc 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Voilà, chambre 602, vous avez réservé pour une nuit. Oui, c'est bien ça. Pour 180 € la nuit, les Courtois et les Leroux vont profiter de la quiétude du lieu. Oui, c'est une chambre en duplex. Dans leur suite sur 2 étages, bien loin du confort spartiate que connaissaient les moniales. Vous êtes dans votre chambre. On l'a vu. Mais surtout, les familles vont avoir un accès VIP à l'abbaye. À l'heure des vêpres, les derniers visiteurs et les employés quittent les lieux. On va directement dans l'abbatiale. Mais on reviendra. Les Leroux et les Courtois, eux, peuvent se balader seuls dans les 13 hectares du domaine. C'est l'un des privilèges des clients de l'hôtel. Fontevraud est le seul monument historique de France, ouvert 24 heures sur 24. Bien, on va descendre dans la salle capitulaire. Pour 100 € de plus, la famille s'est offert les services d'un guide, Antoine Font, spécialiste de Fontevraud. Ces peintures sont là pour expliquer aux moniales ce pourquoi elles sont là, ce sont des aides pédagogiques. Dans cette pièce, les femmes moines prenaient toutes les décisions de la communauté. Les moniales se rangent par ordre. La nuit, une atmosphère différente se dégage. Je trouve qu'il y a un côté mystique dans tout ce qui est visite. Donc non, c'est incroyable. C'est une vraie chance. L'hôtel et les visites nocturnes ont fait entrer dans les caisses de l'abbaye un peu plus d'1 million d'euros l'an dernier. Et pour attirer toujours plus de monde, Fontevraud a fait appel à une étoile montante de la gastronomie. Elle a débauché Thibaut Ruggieri, 36 ans, vainqueur du Bocuse d'Or, le concours de cuisine le plus prestigieux au monde. Salut Adèle. La direction lui a donné carte blanche pour créer un restaurant dans l'abbaye. Ça va? Bien. Et vous? Bah ouais, impeccable. Son premier gros chantier, installer un potager bio pour fournir ses cuisines. Il y vient chaque matin faire son marché. Donc là, nos ciboulettes. Les fleurs de ciboulette, je vais en tailler beaucoup. Adèle, la maraîchère de l'abbaye, lui fournit des aromates. Je vous prends un peu de roquette aussi. Et une vingtaine de variétés de légumes. Les fèves. Des produits ultra frais. Thibaut Ruggieri aurait pu travailler dans n'importe quelle grande maison. Il a choisi Fontevraud par conviction. Ça me plaisait énormément d'intégrer une entreprise dans laquelle on ne se batte pas pour générer un chiffre d'affaires maximal. On a les mêmes contraintes qu'une entreprise privée. Simplement, la finalité, c'est de faire vivre et d'entretenir un patrimoine culturel qui, sans cette manne financière, aurait peut-être plus de difficultés. Pour installer sa cuisine dans ce bâtiment vieux de 9 siècles, classé monument historique, Voilà les pousses et je ramène les fèves. le chef a dû s'adapter. Pas de gaz pour ses fourneaux qui fonctionnent à l'électricité. Et aucun travaux modifiant définitivement la pièce. La cuisine.
Donc vous voyez, on a vraiment conservé la voûte et toutes les cloisons sont vraiment collées sur la pierre et qui, au besoin, peuvent être retirées. On récupère l'aspect d'origine. Et ça fait vraiment un lieu de travail qui est exceptionnel au sens propre du terme. Un cachet qui séduit une clientèle aisée. Ce jour-là, les membres d'un club britannique de voitures de luxe ont privatisé l'hôtel et une partie du restaurant. Ils sont accueillis par Charlotte, en charge de l'événementiel à l'abbaye. We will take the picture now, okay? Thank you. C'est la première fois que je viens ici. C'est superbe. Ça montre bien la puissance qu'avaient les ordres religieux à l'époque. Charlotte travaillait dans l'hôtellerie de luxe au Mexique. Elle a été spécialement embauchée pour développer ce tourisme d'affaires. Depuis son arrivée, il y a à peine un an, un événement comme celui-ci est organisé tous les 2 jours. Les Britanniques dîneront dans le petit réfectoire, l'ancienne cantine démoniale. Tarif du gîte et du couvert pour 29 personnes, 5 800 €. Qu'est-ce que vous regardez, Charlotte? Que tout soit propre, que tout soit bien mis, les derniers petits détails, qu'il n'y ait rien de travers, tout simplement, que ce soit parfait. On veut juste qu'ils reviennent tous les ans. Et c'est parfait. À Fontevraud, le repas du chef commence toujours par un clin d'œil à l'histoire du lieu. Donc ici, on a un pain cuit melba avec un petit peu de beurre clarifié. On a préparé un velouté de carottes qu'on va venir en fait verser ainsi. Les moniales, comme les prisonniers, mangeaient systématiquement une soupe, un bouillon, un potage, accompagné de pain qui était tranché plusieurs heures à l'avance. Donc on pouvait logiquement en déduire que ce pain devait être sec, et donc je me suis dit, ben tiens, la soupe et du pain sec. En salle, Charlotte vérifie que la créativité de Thibaut Ruggieri fait son effet. Hi Jamie, just wanted to know if everything was fine. C'était super. Super repas. Pour la suite du dîner, la révolution du potager. Une assiette de légumes qui change chaque jour suivant la récolte. Pintade aux fèves et vinaigre de morille. Service. Et en dessert, les délices de pommes et ses biscuits croquants. Je réclame 2 révolutions devant 2 champions. Ou t'as le temps de les faire tout de suite ou pas? Chef. Ou pas? Cette cuisine a permis à Thibaut Ruggieri de décrocher l'an dernier sa première étoile au guide Michelin. Un raffinement a mis le lieu de ce qu'ont vécu les derniers habitants de Fontevraud. Christiane et Hubert ont connu l'abbaye alors qu'elle était encore une prison. On s'est connus pour commencer en haut au catéchisme, là derrière. Tous les enfants de la commune allaient là. Hein. Elle était la fille de l'économe, lui, fils de surveillant. Leur histoire d'amour a commencé derrière ces murs il y a 53 ans. Bonjour Hubert. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Ouais. Et ça faisait longtemps? Oui. Zoé, guide à l'abbaye, va leur ouvrir les portes de leurs souvenirs. Tu nous refais faire une petite visite? Eh ben oui, on fait une balade. Allez, c'est parti. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre et puis on va passer par l'entrée de la prison. On fait ça? Christiane et Hubert ont passé leur enfance à jouer au milieu des détenus. Non, ça m'arrive de... À l'époque, chaque prisonnier exerçait un emploi. Hubert était fasciné par le coiffeur, un tueur en série. Il nous racontait toujours ses histoires en nous coiffant avec le grand rasoir, tous les méfaits qu'il avait fait et tous les méfaits qu'il ferait s'il avait la chance de sortir. Ça a égayé notre ordinaire, oui, parce qu'on avait des histoires. Aujourd'hui, il ne reste presque aucune trace de la prison. Tout a été détruit à la fermeture pour faire revivre l'abbaye. Subsistent 2 vestiges, interdits au public. La pièce des cages à poules, un enfilement de cellules individuelles de 2 mètres carrés, où étaient enfermés les détenus homosexuels et les violeurs d'enfants, pour les protéger des autres prisonniers.
fermé, hein. Il y avait la clé, là. On sait que c'est un type... Il ne quittait jamais cette pièce. Donc c'est tout petit, hein. Et donc des traces noires dans chacune, qui sont a priori la marque de la tête du détenu qui dormait la tête contre le mur. Donc c'est la trace du cuir chevelu. Enfant, Christiane et Hubert n'avaient pas accès à ces pièces. Les cages à poules, mais aussi le mitard leur était interdit. Allez-y, vous pouvez rentrer. Hein. Oui. Bon, tu vas rester là pour la nuit, ça va te faire du bien. Non, quand même, j'aimerais pas rester trop longtemps ici. Il y avait juste une petite ouverture pour pouvoir parler quand la porte était fermée, en fin de compte. Comme un passe-plat. Comme décrivait mon père, lui, le mitard, c'était quelque chose, vraiment, c'est sûr, c'était une boîte dans laquelle on vous enfermait. Et vous ne voyiez pas le jour. Donc on ne l'imaginait pas avec la pierre, les portes comme ça, mais on savait que c'était quelque chose de terrible, de dur, de noir, de sombre. Ah ben oui, il faut se courber, là. Hein. Faut courber les chines. Les heures sombres de la prison sont loin. Après l'hôtel et le restaurant, l'abbaye de Fontevraud ouvrira en 2019 un musée d'art moderne, riche de 600 œuvres. Messieurs, dames, bonjour. Alors, la suggestion du chef, c'est une marmite de lieu jaune et Saint-Pierre avec un jus en marinière et un espumat de céleri. Sinon, vous avez le cabillaud de Roscoff, phare noir, petits légumes, crémeux de pommes de terre et sauce beurre blanc. Les noms des plats excitent les papilles, comme ceux d'un restaurant gastronomique. En entrée, je goûterais bien les cabillauds bien veloutés d'artichaut. L'œuf mimosa aux asperges vertes et blanches. Le canard du sud-ouest en 2 textures, condiment betterave rouge, ou encore la croquette de cabillaud. Bon appétit. Merci. Crème montée façon tzatziki. Très raffiné, bien présenté, l'assaisonnement et tout. Ah oui, franchement. On s'attend pas à ça en entrant ici. Ah non, pas du tout. Nous sommes en réalité au bar tabac brasserie de la gare de Brest. Tac, je vous apporte des cartes toujours. Voilà. Des voyageurs de passage, mais surtout des locaux qui se pressent ici le midi. C'est pourquoi les photos? C'est pour montrer à mes collègues, pour pouvoir revenir ici avec eux, pour les rendre jaloux. Pour les rendre jaloux, ouais. La première fois que je suis venue, on s'est demandé où on arrivait effectivement parce qu'on se dit c'est un bar tabac quoi. Et en fait non, il faut y aller les yeux fermés quoi. Avec son menu entrée, plat, dessert à 22,90 €, l'établissement affiche complet tous les midis. Vous êtes arrivé à Brest, terminus du train. À première vue, c'est vrai que le lieu ne paye pas de mine. La gare de Brest à 200 mètres, au milieu des travaux pas très accueillants du futur tramway, un bistrot de gare comme il en existe des dizaines en France. Le Petit Louis est pourtant unique. C'est le premier bar-tabac-restaurant à être distingué d'une toque au Goemio, le prestigieux guide culinaire fondé il y a 50 ans. Une consécration pour son couple de patrons qui a fait un double pari. Offrir une cuisine digne d'une grande table à un prix accessible, mais sans rien sacrifier de sa vie personnelle, et ainsi conserver du temps pour ses 3 enfants. Benoît Le Corvès, 40 ans, est à la tête de l'établissement. Il est aussi son chef en cuisine. Je suis réveillé depuis 5h moins le quart. Et je trouve que c'est le matin où tu es le plus efficace, donc c'est là où tu tapes dedans. Ça, tu commences avec ça. Ça t'envoie le punch en fait, quoi. Son bac pro, école hôtelière en poche, le Breton a fait ses classes dans 2 tables étoilées de la région, avant de tenir les fourneaux pendant 10 ans d'un restaurant gastronomique de la ville. Comment lui dire, comment lui faire croire. Avec sa compagne, il a racheté l'établissement en 2020 à crédit. C'est leur première affaire et ils ont voulu révolutionner la carte en conservant des prix bas. Dans un monde virtuel. Tu peux manger des bons produits, mais t'es pas obligé d'aller dans un étoilé. Et c'est mon challenge en fait au quotidien, de trouver les bons produits, de bien les cuisiner et les proposer à ma clientèle.
à un prix juste. On n'est pas là pour arnaquer les gens en fait. Pour ne pas perdre d'argent en servant des produits nobles comme ce lieu jaune, Benoît calcule tout. Le coût des ingrédients dans l'assiette ne doit pas représenter plus de 30% du prix de vente. Donc je vais faire un produit en croix, comme quoi pour les enfants, si tu veux faire de la cuisine, les maths c'est vachement important. 7,08 € pour cuisiner. De ces 7,08 €, je vais enlever 1,50 € pour ma sauce, 1,50 € pour ma garniture. Donc j'ai 4,08 € le lieu jaune. Soit une portion de 92 grammes de poisson, un peu léger pour le chef. C'est un peu juste, mais le truc c'est que dans ma garniture, je vais intégrer en fait des moules. Benoît tente de conserver une marge nette de 10%, le strict minimum pour une entreprise de restauration. Tout le reste du chiffre d'affaires part dans les matières premières, les frais de fonctionnement et la rémunération du personnel. C'est tzatziki de quoi? De concombre? Parce qu'avec la suggestion, j'ai envie de mettre du concombre. Combien tu vas en utiliser? Un demi. Un demi? On va avoir un demi max. 2 salariés en salle et 2 en cuisine qui épaulent Benoît pour le coup de feu. Car ici, ni surgelé, ni produits achetés en grande surface, que du local et du fait maison. Les pâtes, hop là, les choux à la crème et même le ketchup. 6 entrées viande, un poisson du jour, à suivre un dessert fromage. Des assiettes goûteuses et généreuses qui doivent être dressées à la perfection. De l'équilibre dans l'assiette. Tu vois, là, t'as pas d'équilibre. Parce que regarde l'écart que t'as là, là et là. C'est pas le même. OK? Oui, chef. Et la dernière entrée. Des betteraves pickles. Oui. Mets-le-moi en chiffonnade comme ça, je veux du volume. OK? OK. Allez, go. Mais non, Amandine, tu vois bien que c'est pas terminé quand même. En salle, c'est sa compagne, Amandine, une ancienne coiffeuse. Qui se fait l'ambassadrice tout sourire de sa cuisine. Bon appétit. 65 couverts à servir en à peine plus d'1 heure. Alors, j'ai une suggestion. Voilà. Amandine n'a même pas le temps de tout débarrasser. Je préfère qu'on s'occupe déjà des clients et tout ce qui est vaisselle, même si on en a sur les tables et tout, c'est pas grave, c'est les clients en premier. La clientèle a quasiment doublé depuis la distinction du Goemio, reçue en mars dernier. Service, s'il vous plaît. Une toque. On va y aller à la 21. Et une bouffée d'oxygène pour le petit Louis. Allez, go. Qui n'allait alors pas très bien. Depuis l'ouverture, on a attrapé le Covid. Pas nous, hein, mais l'ensemble du monde. Ensuite, on a chopé l'inflation. C'est pas rien en fait. Ensuite, on a été vachement pénalisé en fait par les travaux du tram. Donc ouais, on a vraiment morflé. Ça nous a mis en difficulté. Et ça là, cette récompense en fait, c'est un don du ciel pour moi quoi. C'est tombé comme ça. Ça nous a donné une source de motivation supplémentaire à Amandine et moi. À la fin de chaque service, le couple dresse le bilan. Des grands angoissés qui ont besoin de se rassurer. Est-ce que les clients déjà ça a été? Ils n'ont pas attendu trop longtemps? La 7. En fait, il y avait une entrée et après entre l'entrée et le plat, c'était un petit peu long. Ah, oui. Quand j'avais réclamé, mais bon après c'est normal, j'avais mon plat. Mais dans l'ensemble ils étaient contents? Ouais, ils étaient très contents. Il n'y a pas eu de retour négatif? Non. Si jamais on a quelqu'un qui nous dit quelque chose de négatif, ah oui. Amandine, elle, j'ai du mal à elle dort pas de la nuit. Toute la nuit, ça va cogiter en fait. Je suis tellement touchée, ça me touche tellement. Comme si je jouais ma vie. C'est clair. Bah tu la joues ta vie, parce que oui, si ça marche pas... Bon allez, let's go. Des patrons hyper investis qui ont fait un choix surprenant. Celui de fermer pour le dîner. Après le service du midi, le chef rentre chez lui. Benoît veut profiter de ses 3 enfants, après des années sacrifiées
lorsqu'il travaillait comme salarié dans des étoilés, près de 60 heures par semaine. Il y a 4 ans de ça, en fait, mes enfants, je les voyais très peu, quoi. Et je pensais peut-être un peu qu'à moi, en me disant, voilà, je prends du plaisir à cuisiner le midi, le soir, en mettant un petit peu tes enfants de côté, quoi. Et c'est peut-être un peu d'égoïsme, je sais pas, quoi. Je pense qu'avec 3 enfants, en fait, ça aurait été très compliqué d'avoir un restaurant, en fait, du midi et du soir. Je serais parti à 7 h le matin au boulot, je serais rentré à minuit et demi le soir. Et c'est pas ce que l'on souhaitait avec Amandine. Donc, Le rêve de tant de parents ou de chefs d'entreprise. Benoît peut aller chercher son fils après le sport en semaine. Ça y est. Ouais. T'as pas froid, ça? Noah, 13 ans, est un passionné de foot et veut devenir joueur professionnel. Et vous êtes chaud pour le tournoi du relais? Ouais. J'espère que je suis. Il n'y a pas de raison. Si t'as tout donné, tu seras pris. Ouais. Mais en attendant de le voir enchaîner les buts sur la pelouse, le père de famille aide son fils à passer en 4e. On va se mettre sur les maths, ok? Calcul littéral au menu des devoirs. 6 plus 5 direct. Non. 1, 10. Ouais, très bien. 10 x 10. Non. Je mets coup. Là, 3 x 2, tu l'as calculé. 6 plus 5 x 2, donc ça fait... 10. Ouais, donc tu marques 10, là. Noah n'est pas un grand fan de l'école. Benoît, lui, a arrêté après le bac. C'est parfait. À son âge, j'étais exactement pareil que Noah, c'est-à-dire que je faisais parce qu'il fallait faire. Et ça me plaisait pas pour autant. Maintenant, avec le recul, je me dis peut-être que j'aurais dû travailler un peu plus. J'aurais pas été obligé de, à chaque exercice qu'il fait, pendant 10 minutes, essayer de comprendre les choses. C'est-à-dire que là, par exemple, sur son exercice 15, les 10 valeurs, je lui ai fait faire un exercice avant, le temps que je comprenne, en fait, où je tape sur Internet pour savoir comment on fait. Ou même, ça nous arrive, hein, Noah, on regarde des vidéos tous les deux, des tutos, pour comprendre les choses, quoi. C'est bien d'avoir ton papa derrière toi pour les devoirs. Non, c'est bien, c'est mieux. Que tout seul, je comprends pas trop. Et il n'a pas toujours été là. C'est mieux maintenant? Ouais, c'est largement mieux. Tu pourras jamais nous reprocher plus tard de ne pas avoir été à vos côtés. Non. À quoi bon faire des enfants si t'es pas là pour les assumer et t'en occuper, quoi. Peut-être qu'on aurait eu le reproche à leurs 18 ans, on vous a jamais vu. Et là, qu'est-ce que tu réponds? C'est la vérité. On les a pas vus grandir, et on voulait pas en fait avoir ce reproche-là, quoi. Et c'est pour ça qu'on a pris cette décision, ouais. Ça a été le karaté? Ouais. Benoît va enchaîner avec les devoirs de ses 2 filles. Luna, 15 ans, qui passe son brevet. D'accord. Pour la semaine prochaine. Et Romane, 11 ans. Ah, c'est dimanche là. Bon, déjà, vas-y. De 1 à 10. Ok, 1, 2. Non, mais je connais jusqu'à 12. Hein. Ah oui, mais on va apprendre le reste après. Le chef se remettra ensuite au fourneau pour préparer le dîner de toute la famille. Le bistrot Petit Louis, bonsoir. Pour combien de couverts? Très bien, c'est noté pour 2 couverts, mardi 4 juin à 12h30. Merci, bonne soirée. Au revoir, merci. Amandine, pendant ce temps-là, est toujours au Petit Louis. Benoît a fait l'ouverture, elle fait la fermeture. Et bien là, il reste finir la vaisselle, après passer l'aspirateur, la serpillière, vider la poubelle dehors, vider le cendrier, mettre les journaux dans la boîte aux lettres, faire la caisse et faire les toilettes. Je sais pas si j'ai faire les toilettes. Voilà. Plus de tabac? Ah non, j'ai plus pour l'instant. Ouais. Okay. Il va falloir soit... Je suis pas venu. Ouais, il faudra soit aller à la gare, soit en face là-bas ou remonter. Le Petit Louis a une dernière originalité. C'est un bar-tabac qui ne vend pas de cigarettes. Le couple n'a pas assez de trésorerie pour en commander.
Amandine et Benoît ont emprunté près de 500 000 € pour se lancer dans cette première affaire. Ça a été? Tout s'est bien passé? Un chocolat chaud. Jusqu'à l'obtention de sa distinction, Tac, voilà, merci. l'établissement était à moitié vide. Alors, du coup, ça fait 11,40 €. Amandine et Benoît, à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Le ticket ou pas? Non, c'est vrai, merci. Très bien, merci, bonne soirée à vous. Le moment de faire la caisse a longtemps été un stress pour Amandine. Avant, on était à peu près à 1100, 1200, et là, maintenant, en CB, je parle. Et maintenant, on est à 1009. C'est ce qu'il nous faut pour qu'on puisse remonter, grappiller en fait, parce qu'on a des dettes quand même, donc de reprendre, de regrappiller pour effacer toutes ces dettes et repartir bien après, quoi. Franchement, on n'y croyait plus, et puis en plus, juste avant ça, avec Benoît, on s'est dit, est-ce qu'on continue? On continue pas, parce que ça devenait de plus en plus dur. En plus, on avait un banquier qui ne nous suivait plus du tout. Ouais, on revient de loin. On a trouvé très dur. Ouais. Ouais. J'en ai un peu les larmes aux yeux, je suis désolée, mais... Vous avez douté très fort. Ouais, on met tout notre cœur et tout notre amour, en fait. Et du coup, c'est vrai que ça a été assez dur, ouais. Donc on remercie vraiment tout le monde. Vraiment tous les gens qui nous ont soutenus, les clients, tout ça. On essaie de toujours être au max, de faire bien les choses, et c'est ça, et tous les gens qui viennent et nous disent que c'est bien, continuer, c'est vrai que ça fait du bien. Et merci vraiment aux Emilio, aux gens qui sont venus, ça nous a vraiment fait du bien. Pour finir de sortir la tête de l'eau, le couple a dû faire une concession au rythme de vie qu'il s'était choisi. Benoît et Amandine ouvrent maintenant le vendredi et le samedi soir, seuls au fourneau.